bénéficie de la première greffe cybernétique oculaire. C'est le premier à avoir des yeux cybernétiques avec une vision qui d'abord est normale mais qui éventuellement est augmentée et pose tout un tas de questions. Et dans le fond du roman, enfin vraiment dans le background, comme on dit en anglais, du roman, il y a de plus en plus de gens qui bénéficient de greffes cybernétiques, les jambes, les mains. Alors, j'ai un de mes personnages qui est secondaire, qui est le sujet de la nouvelle qui est dans l'anthologie des Utopiales de cette année, qui est un personnage qui commence par avoir une greffe de cœur, et il trouve ça génial, il a l'impression qu'il est augmenté, parce que c'est pas des cœurs humains, c'est des cœurs cybernétiques, donc avec des capacités éventuellement supérieures, et il adore ça, et il est pionnier, il est très riche, milliardaire, il est pionnier dans ce mouvement de greffe, et il finit par se greffer essentiellement tout ce que vous pouvez imaginer ou presque. Donc il a des bras, des jambes, il court plus vite. Donc ça c'est le côté machine dans le vivant. Et en parallèle dans le roman, j'ai aussi une autre classe de gens qui eux cherchent le transhumanisme en se transférant dans des ordinateurs. Donc ils disent le vivant biologique c'est terminé, moi je vais aller habiter dans la machine, une machine avec réalité virtuelle. Donc ils quittent le monde et ils vont pour devenir immortels essentiellement, injecter le vivant dans une machine. Voilà en gros les deux versants qu'il y a dans mon roman. Donc les deux machines dans le vivant et le vivant dans la machine. On a l'impression, en vous entendant, qu'il y a une séparation entre vivant et machine. Vous la voyez où la limite entre le vivant et la machine? J'avais l'impression qu'il y avait une différence entre le cerveau de ce côté-là et le cœur de ce côté-là. Aussi, c'était pas volontaire. Je veux bien prendre la parole pour dire qu'il n'y a pas de réponse. Le vivant, c'est impossible de définir le vivant, puisque c'est nous-mêmes qui le définissons. On est censé être vivant, donc forcément on a une version biaisée de ce qu'est le vivant. Donc il faut donner des définitions, et si tout le monde est d'accord sur cette définition, et ben, on peut dire que c'est ça le vivant. Alors le vivant, est-ce que c'est un organisme qui est capable d'interagir avec son environnement? Pas forcément être capable de se reproduire, mais un organisme qui interagit avec ce qu'il y a à l'extérieur. Mais une machine peut faire ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est capable de se reproduire? Pas forcément. Une machine est aussi capable potentiellement de se reproduire. Une imprimante 3D peut générer d'autres imprimantes 3D si on la programme pour faire ça. Vous m'entendez là? C'est bon. C'est vrai que la question est pertinente de savoir qu'est-ce que le vivant. Je pense que c'est la première question qu'il faut vraiment se poser. Parce qu'avant de parler de la différence entre vivant et machine, il faudrait savoir ce qu'est une machine. Ça, c'est peut-être plus facile à appréhender. Par contre, le vivant, les philosophes sont cassés les dents dessus. Ils ont mis des définitions. Les physiciens, on sait définir le vivant. Les biologistes que nous sommes, on a essayé aussi. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur une vraie définition du vivant. C'est très très compliqué. Je crois que c'est Saint-Augustin au IVe siècle qui a essayé de dire quand on ne pose pas la question, je vois en gros ce que c'est, et dès que je dois le définir, je ne sais plus. Et je pense qu'on en est un petit peu là. Alors, les biologistes, ils ont donné une définition, on a commencé à évoquer là, c'est-à-dire que c'est un organisme, en tout cas c'est un être capable, une cellule capable de capacité d'auto-reproduction, qui a un métabolisme, qui est capable de croître, qui est capable d'interagir avec son environnement. Et du coup, ça pose le problème d'autres organismes qui existent, qui ne sont pas vivants et qui ont ce type de réaction. Les virus, par exemple, qui sont la limite qu'on dit du vivant, sont capables de toutes ces réactions-là, et pourtant on les estime vivants, non vivants, on ne sait pas trop. Ils sont vivants parfois, ils sont pas vivants à d'autres moments, donc c'est assez compliqué. Voilà, la frontière, elle est floue. Moi, je sors d'une table ronde sur laquelle on a déduit que les machines à vapeur étaient vivantes, selon une définition donnée par Aristote, qui était essentiellement que, à cette époque-là, une des très premières définitions du vivant, c'était que le vivant devait porter sa propre source d'énergie qui le meut. Et la machine à vapeur, c'est exactement ça. Elle s'alimente, elle mange du charbon comme nous on mange, et après, elle a sa propre source d'énergie est en elle qui lui permet de se mouvoir. Donc évidemment, c'est pas ça, on est d'accord. Donc la frontière, au final, elle est floue, et en même temps, on sait tous ce que c'est que le vivant et la machine. On a tous une idée de ce que c'est. Peut-être que ça suffit en tout cas pour enclencher le débat. Et en revanche, à un moment, plus les machines vont se développer, plus elles vont ressembler au vivant, et plus la frontière va devenir ténue. On peut aussi aborder le problème d'une autre façon en disant que finalement, le corps humain, c'est essentiellement les machines
très perfectionné, mais il y a tout un tas de processus dans le corps humain qui sont très semblables à ce que sont les machines. Il y a une autre façon d'aborder la différence, ou du moins de comprendre ce que c'est que le vivant. Par définition, lorsqu'on est vivant, le pendant de ça, c'est qu'à un moment donné, on va mourir. Donc voilà, si un organisme meurt, ou si un être, ou si quelque chose meurt, par définition, au préalable, il était vivant. Et donc ça conduit à définir ce que c'est que la mort, pour le coup. Alors, c'est peut-être plus facile de définir ce que c'est que la mort que le vivant. Alors, la mort, on sait ce que c'est à peu près. Il y a une définition médicale qui existe. Parce que vous savez, les juristes, ils ont eu besoin à un moment donné de dire quand est-ce qu'on est vivant, quand est-ce qu'on est mort, parce que ça pose des problèmes juridiques permanents. Donc il y a des définitions juridiques qui ont été données et qui sont issues en fait de constats médicaux. Et aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un être qui est vivant et un être qui est mort. D'ailleurs, ça a varié au cours des âges. Autrefois, c'est quand on ne respirait plus, qu'on est considéré comme mort. Ensuite, c'est quand le cœur s'arrêtait, qu'on est considéré comme mort. Et aujourd'hui, la vision de la mort, la vraie vision de la mort, c'est lorsque le cerveau a un électroencéphalogramme plat à échéance de 30 minutes successifs. Donc on estime qu'une personne est morte quand son cerveau est mort. Pour le reste, on peut avoir tous les organismes qui fonctionnent très bien pendant très longtemps et être en état de mort. Ça pose d'ailleurs, pour revenir sur une histoire qui m'intéresse plus particulièrement sur la greffe, ça pose beaucoup de problèmes pour les greffes d'organes. Parce que une des situations, c'est la suivante, c'est de dire, lorsqu'il y a une personne qui est décédée, donc mort cérébralement, ça c'est la vraie mort médicale de la mort, on cherche à savoir si cette personne est donneuse ou pas d'organes potentiellement. Alors elle portera sur elle un petit badge ou un carnet qui dit effectivement je suis donneur, donc pour le coup on ne sait pas. Elle est rarement fichée sur des dossiers ou sur des listings sur lesquels elle dit qu'elle est donneur d'organes, donc on ne sait toujours pas si elle est donneur d'organes. Et même si la loi autorise le médecin à prélever ses organes, bon, on préfère s'en référer à sa famille. Alors on demande à la famille. Et à la famille on dit, ça arrive tous les jours, hein, et on dit voilà, en gros je vous raconte une petite histoire qui arrive tous les jours. Voilà, bonjour madame, au téléphone, ça se passe. Bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Votre conjoint, votre enfant, votre femme vient de décéder. Mais ce qui se passe, c'est que son cœur bat encore et on aimerait prélever ses organes. Et la personne au bout du fil, la plupart du temps, elle dit la chose suivante, elle dit mais si le cœur bat encore, c'est qu'il est vivant, mon fils, mon mari, Et le médecin au bout du fil dit non, son cœur bat, mais il est mort. Alors, il faut lui expliquer ce qu'est la mort. La mort, aujourd'hui, madame, c'est quand le cerveau est décédé, mais que le cœur bat encore. Vous voyez, ça pose des problèmes, en fait, dans la vie de tous les jours, de prendre cette définition de la différence entre la vie et la mort. Alors ensuite, effectivement, on peut parler des machines. Peut-être qu'une machine, c'est quelque chose qui ne vit pas parce que ça ne meurt pas. J'ai une question pour toi. Est-ce que le cœur dans la machine, tu le maintiens en survie, est-ce qu'il est vivant? Oui, on peut dire qu'il est vivant, tout à fait. Il est vivant à l'échelle de ses cellules, en tout cas. Sauf que si tu arrêtes la machine, il meurt. Si la machine s'arrête, au bout d'un certain temps, il va mourir. Il va mettre un certain temps avant de dépérir, mais oui, il va mourir. Moi, ça me pose question sur l'histoire, parce que les immortels, s'ils existent un jour, il va falloir changer la définition du vivant. Encore une fois. Oui, il faudrait peut-être faire évoluer la notion du vivant. Et aujourd'hui, la question de la mort, c'est la mort cérébrale, encore une fois. Si un jour on arrive, mais dans un avenir de science-fiction, alors ça, on n'est pas dans la science, si on arrive un jour à prouver ou à démontrer que l'injection par exemple de cellules souches ou la régénération du cerveau par quelquefois des moyens pour tout savoir puisse régénérer le cerveau et redonner une vie au cerveau, à ce moment-là, on changera du temps de la mort. Et puis, être mort, ce ne sera pas justement avoir un écran sur la mort. Ce sera autre chose. On changera du temps de la mort. Il y a un organisme qui existe, au moins un organisme qui existe sur Terre, qui est immortel. C'est un organisme dont les cellules ne vieillissent pas. Et il a la capacité théorique, on ne sait pas, puisqu'on peut pas le constater, de vivre éternellement. Et en plus, il est bourré de cellules souches qui sont capables de régénérer n'importe quelle partie de l'animal. C'est pas toi. Non, ça s'appelle un planaire, c'est un ver, c'est tout petit, ça vit dans les rivières. Il y en a partout dans le monde. Donc ça existe, théoriquement, ça existe. Un des gros projets de Google, c'est justement d'empêcher le vieillissement des cellules, parce que dans les cellules, on a un système qui compte le nombre de divisions cellulaires, et au bout d'un certain temps, ça s'arrête, et les cellules se divisent plus, c'est comme ça qu'on vieillit. Et qu'on ne régénère plus les cellules, de la peau, des organes, etc.
Et Google travaille sur ce mécanisme-là pour l'empêcher, pour essayer de retarder le vieillissement. Puisque notre corps est prévu pour vivre 130, pas plus de 130 ou 135 ans, à cause de ce mécanisme-là. Si on est d'accord sur l'idée que finalement entre vivant et machine, on a quelques difficultés de délimiter des frontières, est-ce qu'on peut voir les choses plutôt en interne, externe, tel que finalement le proposait le titre, à savoir qu'on va considérer qu'une machine est dans le vivant lorsqu'elle est dans notre corps, alors qu'au contraire, lorsqu'on a un corps dont on extrait un certain nombre d'éléments et qui est entouré, je pense au vaisseau piloté par un cerveau, typiquement, où là on aura tendance à dire qu'on a un vivant dans une machine, alors que finalement un cœur, je voulais poser la question du cœur mécanique, un cœur mécanique qui fonctionnerait dans un être humain serait plutôt une machine dans le vivant. Qu'est-ce qu'on pensait d'idée et comment vous positionnez par rapport à ça? Que j'ai envie de parler d'avoir parler il y a une machine fantastique qui a été mise au point donc par une société qui s'appelle Carmat, que vous avez déjà entendu parler de cette société, qui a fabriqué donc un cœur artificiel. Et donc ils l'ont testé il y a à peu près 1 an de ça sur 4 patients. Ça a marché au-delà de leurs espérances parce qu'ils avaient un endpoint, enfin une limite de fonctionnement de la machine à environ 1 mois. Les machines ont fonctionné, le cœur artificiel ont fonctionné chez le patient plus d'1 mois, 9 mois pour certains. Et donc là, ils sont dans une autre phase aujourd'hui internationale où ils essaient de tester cette machine sur 20 patients. Donc on espère que ça va marcher, mais alors effectivement là, on est dans le cas d'une machine, effectivement, dans du vivant. Mais le cœur est particulier parce que il a perdu sa symbolique. On va dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on a défini le vivant, à un moment donné, on a cru que c'était le cœur qui définissait le vivant. Les médecins d'une certaine époque écoutaient le cœur de leurs patients pour savoir si c'était mort ou vivant, c'était la manière la plus simple de le savoir. Et pourquoi le cœur représentait le vivant? Parce qu'il représentait aussi notre âme. En supposant qu'on en ait une, quand on a des émotions, notre cœur va plus vite. Il suit notre parcours, notre cœur, notre parcours émotif. Donc on avait imaginé, on l'avait symbolisé, on lui avait donné toutes nos passions. Et il symbolisait en fait l'âme. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on a hésité à prélever des cœurs chez des gens, parce qu'on pensait que ça pouvait, en prélevant un cœur, on pensait qu'on allait tuer la personne et c'était pas possible. Donc psychologiquement et symboliquement, on ne pouvait pas franchir ce pas. Aujourd'hui, on sait que c'est pas possible, on sait que c'est possible, on sait qu'on peut enlever un cœur, en remettre un autre, et tant qu'à faire, en mettre un qui soit mécanique. Parce qu'un cœur, c'est avant tout une pompe. Sur une autre table ronde, il y avait un intervenant qui nous a informé que on n'a longtemps pas compris à quoi servait le cœur. On savait qu'il était là, on entendait battre et tout ça, mais nos ancêtres ne comprenaient pas à quoi pouvait servir le cœur. Comme tu disais, on avait l'impression de sentir que les émotions passaient par là, donc on a pensé que c'était celle des émotions et de l'âme. Et ce n'est qu'au moment de la révolution industrielle, simplement parce qu'on a fabriqué des machines, des pompes, que les gens ont compris que le cœur c'était en fait une pompe. Alors on a donné le nom de pompe. Mais c'est Descartes, le premier qui l'a appliqué au système de pompe, et il avait raison, parce que c'est réellement un système de valves avec des cavités, des choses pneumatiques hydrauliques qui font passer le sang d'une cavité à l'autre. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme pour le cœur, avoir un transfert de cerveau? Dans la machine? Bon, alors il y a pas mal d'écrivains de science-fiction qui ont imaginé cela. Je pense que c'est une vision extrêmement simpliste, parce que nous, en tant qu'être humain, nous sommes un organisme. Déjà, c'est assez compliqué de comprendre tout ce qui se passe chez nous. En plus, on est un organisme qui interagit essentiellement avec l'environnement, avec d'autres personnes. Déjà, si on donne ça, on donne une grande partie de notre mode de fonctionnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau n'existe pas tout seul là-haut et qu'il est là pour commander les choses à partir des informations qu'il reçoit. Il interagit avec le reste du corps. Avec le cœur, je sais pas trop quelles sont les branches de retour, mais vous avez sûrement entendu parler d'un relativement nouveau domaine des sciences qui s'appelle le microbiote. On sait qu'il y a des bactéries dans nos intestins, que le nombre de bactéries dans l'intestin est supérieur au nombre de cellules du corps.
ce sont des organismes qui sont en symbiose avec nous, qui sont essentiels d'ailleurs à notre survie. Sans ce microbiote, notre système immunitaire ne fonctionnerait pas bien. Et on sait que lorsqu'il y a un désordre au niveau du microbiote, notre cerveau va mal fonctionner. Ça peut même créer des pathologies cérébrales comme la dépression s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans notre intestin, au niveau de ces cellules. Inversement, si on a une pathologie cérébrale, par exemple schizophrène, ou même des autistes, il y a un déséquilibre qui se produit au niveau du microbiote et la digestion ne va pas se faire de façon correcte. Donc, c'est un tout. Il ne faut pas imaginer que le cerveau est déconnecté. Donc, même si on arrivait à copier, alors il y a le projet qui s'appelle Human Brain Project, qui est à terme de fabriquer un cerveau artificiel, c'est même pas le début du commencement. On aura fabriqué quelque chose, donc il y a un objet, une machine qui va faire quelque chose, mais si c'est détaché de tout le reste, ça ne correspondra pas du tout au fonctionnement du cerveau réel, qui reçoit un ensemble d'informations considérables et qui est influencé par tout ce qui se passe dans l'organisme. On peut reproduire un cerveau, entre guillemets, mais qui ne sera pas le vrai cerveau tel qu'il existe chez nous. La science-fiction a ceci d'avantage sur la science, c'est qu'elle peut pousser le bouchon au-delà des contraintes de la science actuelle, des techniques, etc. Et vous parliez d'une idée un peu simpliste de transférer l'intelligence sur des dispositifs extérieurs, etc. L'exemple du microbiote montre que d'autres organismes dans le nôtre peuvent influencer notre chimie cérébrale et par là nos émotions, nos pensées, etc. Si on pousse un peu le bouchon avec l'imagination, on peut imaginer que des interfaces assez fines pour lire et interagir avec nos activités cérébrales pourraient, par analogie, dialoguer avec le cerveau, lui envoyer des ordres et voire même faire passer une partie de l'information cérébrale ailleurs. Dans mon roman, j'imagine qu'il y a des gens qui deviennent accros aux interfaces électroniques et puis qui, à un moment donné, ils développent d'abord des phénomènes d'addiction, ils n'arrivent pas à s'arrêter d'interagir avec leur ordinateur, ils passent du temps dans leur écran et grâce à ces calottes cérébrales, ils arrivent à interagir de façon très étroite avec leurs machines et leurs ordinateurs et tout à coup, bizarrement, l'activité consciente semble déserter leur personne et on ne sait pas où passe leur activité consciente.